Donc, bienvenue à cette webconférence et séance de questions-réponses sur nos programmes d'études en foresterie, agroforesterie, génie du bois et environnement. Donc, la séance va être enregistrée. Moi, je me présente, Véronique Audet. Je suis responsable de promotion et d'information sur les études à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Je suis également ingénieure forestière et j'ai étudié en aménagement et environnement forestier dans un de nos programmes. Et je suis en compagnie de Benoît Laberge. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Benoît Laberge, conseiller à la gestion des études ici à la faculté. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'occuper des programmes de sciences du bois et de la forêt aux trois cycles. Puis, ma présence aujourd'hui, ben, je vais accompagner Véronique, puis je vais animer le chat. Donc, pendant que Véronique fait sa présentation, on ne prendra pas de questions de vive voix, mais vous pourrez les poser dans le chat, puis je vais tenter d'y répondre. Merci, Benoît. Puis par la suite, là, à la fin de la présentation, on pourra prendre quelques questions verbales si vous en avez encore. Donc, on va faire un survol, en fait, de l'ensemble des programmes aux trois cycles dans le cadre de cette présentation. À la faculté, nous avons différents programmes d'études au premier cycle, au deuxième cycle et au troisième cycle. Ça ne sera pas bien long, là. Donc, on a des programmes au baccalauréat, qui est l'équivalent un peu de la licence ou du niveau ingénieur, là, on pourrait dire, pour les gens qui proviennent de l'international. On a un baccalauréat en aménagement et environnement forestier et en opération forestière qui mène à la profession d'ingénieur forestier. Nous avons également un baccalauréat en génie du bois et une formation en environnement naturel et aménagé. Au niveau du deuxième cycle, nous avons quelques programmes courts qui peuvent être suivis entièrement à distance, donc un microprogramme en agroforesterie et en construction intégrée en bois. Et au niveau des maîtrises et des doctorats, nous avons des programmes en agroforesterie, en sciences forestières et en génie du bois et des matériaux biosourcés. Nous allons premièrement distinguer les domaines qui mènent la profession d'ingénieur forestier. Pour devenir ingénieur forestier au Québec, c'est une formation de premier cycle de niveau ingénieur, licence, là, on pourrait dire. Donc, c'est un baccalauréat en aménagement et environnement forestier. Euh, Dans ce baccalauréat-là, vous allez vous concentrer sur la planification de l'aménagement forestier et de la gestion de la forêt. C'est quelqu'un qui va superviser aussi les inventaires, la cartographie. C'est quelqu'un qui va poser des diagnostics sylvicoles et des prescriptions sylvicoles. Donc, de faire un état de santé de notre forêt, de savoir qu'est-ce qu'on a dans notre forêt et aussi qu'est-ce qu'on va faire avec notre forêt. Donc, au Québec, selon la loi, il y a seulement l'ingénieur forestier qui peut signer un plan d'aménagement forestier et donner des conseils sur la façon d'aménager les forêts. Il va y avoir des cours aussi en planification des traitements sylvicoles et tout ce qui est au niveau de l'aménagement intégré des ressources, donc de la concertation et de l'harmonisation des différents usages de la forêt. Il y a des cours également en protection des forêts au niveau des feux, des insectes, des maladies. Il va y avoir des cours aussi sur le calcul de possibilités forestières, donc combien de bois on peut couper dans l'année. Puis tout ce qui est relié à la planification, mais aussi à l'écologie forestière, au sol forestier, à la conservation, à la gestion, conservation de la faune, comment on peut intégrer la faune dans l'aménagement forestier. Ici, on a un petit exemple là, de cheminement. Là, je vais passer vite, mais le cheminement type est disponible sur le site. Là, on a l'adresse URL. C'est possible d'aller voir un exemple de cheminement. C'est une formation qui se déroule sur 4 ans, comme les autres formations en génie au Québec. Donc, dans les 2 premiers étés, on peut être en stage et il y a des formations terrain aussi intensives à la fin du mois d'août. Donc, par exemple, l'excursion en écologie forestière, le diagnostic écoforestier en forêt boréale et la formation pratique en sylviculture des feuillus. Et dès la première session de cours, il y a des cours sur le terrain les vendredis pour apprendre à manipuler les différents instruments de mesure dans le cadre des cours de dendrométrie.
L'autre formation qui donne accès au titre d'ingénieur forestier également, c'est le baccalauréat coopératif en opération forestière. Donc, il y a beaucoup de cours communs quand même entre les deux, mais celui-ci va être davantage axé sur la planification des opérations de récolte, de transport du bois en forêt, de construction des chemins, de la gestion des ressources humaines et de la gestion de l'équipement forestier. Donc, comment on peut tout harmoniser ça, optimiser les coûts mais aussi s'assurer du respect des normes environnementales en milieu forestier. Donc, c'est quelqu'un qui va optimiser les systèmes dans le domaine des opérations forestières. C'est un programme qui est coopératif, donc avec 3 stages obligatoires intégrés au cheminement. Puis, dans la formation d'aménagement environnement forestier, c'est 3 stages optionnels qui peuvent être faits à chacun des étés. Notez que pour être ingénieur forestier au Québec, il faut aussi faire 32 semaines de stage sous la supervision d'un ingénieur forestier et tous les stages qu'on fait pendant la formation peuvent être comptabilisés auprès de l'ordre professionnel. Donc, comme j'ai dit, c'est des formations de 3 ans. Il existe un deck-back aussi avec le programme de technologie forestière qui permet de créditer une année. Les stages sont rémunérés, donc ça permet aussi d'aller chercher un revenu pendant à chaque année. Là, on peut aller chercher de 8 à 15 000 par stage, tout dépendant de la durée. On a accès à un laboratoire pratique qui est la forêt Montmorency, qui est la plus grande forêt d'enseignement et de recherche universitaire au monde. Et pour les Québécois, il y a possibilité de faire le profil international et d'aller étudier une session complète à l'étranger avec les universités avec qui nous avons des ententes de partenariat pendant la formation. Le Bureau des bourses et de l'aide financière donne également une bourse de 3 000 aux étudiants qui réalisent le profil international. Ici, on a un exemple de cheminement en opération forestière. Donc, c'est un petit peu différent parce qu'il y a un stage qui se déroule l'hiver. Ça implique une session de cours l'été. Donc, 3 stages obligatoires pendant le parcours, puis davantage de cours là, sur les opérations forestières. Donc, la première année, il y a peut-être un peu plus de cours communs entre les deux formations, mais plus on avance dès la deuxième année, c'est des cours plus spécifiques à la formation en opération forestière. Ici, on a un tableau qui distingue un peu les deux formations, les cours qui sont différents l'un de l'autre. Donc, on voit qu'en aménagement, il va y avoir davantage de cours en écologie forestière, en foresterie autochtone, en sylviculture, en aménagement écosystémique, en conservation de la faune et en opération forestière, davantage de cours sur la notion de mécanique appliquée au génie forestier, la mécanique d'engins de chantier, la géotechnique des sols, la portance des sols, l'optimisation en opération forestière. Ici, j'ai mis un petit graphique sur la répartition des ingénieurs forestiers au Québec. 30 travaillent pour le gouvernement parce qu'au Québec, 90 de la forêt est publique, donc appartient à l'État. C'est géré par les ingénieurs forestiers qui vont travailler majoritairement au ministère des Forêts. Donc, 13 travaillent pour l'industrie, le commerce, donc pour toute la mise en œuvre des opérations sur le terrain. La pratique privée, donc des firmes de génie conseil, 13. Les organismes parapublics, on peut penser à la Fédération des pourvoiries, à la CEPAC, les réserves fauniques Hydro-Québec, donc plusieurs employeurs différents. Euh, Puis la forêt privée, 6 ben, c'est tout le sud du Québec qui est majoritairement composé de forêts privées. Donc, c'est des ingénieurs forestiers qui vont faire des plans d'aménagement forestier personnalisés à plus petite échelle pour les propriétaires forestiers privés. Ici, nous avons la répartition des ingénieurs forestiers par région administrative au Québec. Il y a environ 2000 ingénieurs forestiers au Québec, environ 19 de femmes. Là, ce pourcentage-là augmente d'année en année. Et une grande concentration dans la région de la capitale nationale ici, parce qu'il y a la plus grande concentration de chercheurs en foresterie au Canada, qui est dans la région de Québec. Il y a aussi nos professeurs qui sont ingénieurs forestiers. Il y a beaucoup de firmes de consultants. Il y a le siège social du ministère des Forêts. Sinon, ben, ça se répartit un peu équitablement là, dans chacune des régions du Québec. Si vous souhaitez aller voir un peu l'expérience de diplômés. On a fait un document qui s'appelle Les 100 visages de la foresterie. Je vous invite à aller voir ça sur le web. C'est 100 témoignages de 100 diplômés en foresterie de l'Université Laval qui expliquent pourquoi ils ont choisi ce domaine d'études, puis qu'est-ce qu'ils font un peu dans leur travail.
Si on passe à la formation en génie du bois, là, on est plus du côté de la transformation du matériau bois. Donc, une fois que l'arbre est coupé, qu'est-ce qu'on fait avec le bois? Donc, c'est un programme qui touche au génie mécanique, au génie civil, au génie industriel, au génie des procédés. C'est quelqu'un qui va travailler dans les usines de transformation du bois, qui peut aussi travailler dans les firmes de génie conseil pour le calcul des structures de charpente. Donc, on voit vraiment tout le côté de la transformation du matériau. Là, on peut voir sur l'image aussi notre magnifique pavillon Kruger, où les étudiants en génie du bois ont leur cours, qui est construit tout en structure de bois du Québec, en épinette noire du Québec, avec des poutres de lamelé collé. Il y a plusieurs cours aussi sur la chimie du bois, la chimie, le bioraffinage, quand on pense au vernis, au colle, au procédé des adhésifs. C'est aussi en génie du bois. Donc, c'est de faire mieux avec nos arbres, d'optimiser au maximum l'utilisation de l'arbre et de créer des nouveaux produits aussi à valeur ajoutée avec le bois. Donc, en génie du bois, on touche un peu à toutes les sciences, aux mathématiques, à la physique, à la chimie, à la biologie. C'est une formation de 4 ans qui mène au titre d'ingénieur, donc c'est un bac en ingénierie. C'est également un programme coopératif, donc avec 3 stages obligatoires, ce qui est vraiment intéressant. Ça permet d'aller chercher encore une fois un revenu tout au long de notre parcours, avec aussi dans le cheminement là, un stage à l'automne ou à l'été, la possibilité de faire un 4e stage optionnel. Et puis, on a accès au Centre de recherche sur les matériaux renouvelables à des laboratoires qui sont très bien équipés. C'est un programme de génie avec des petites cohortes, donc ça permet de mettre en application pratique toutes les connaissances plutôt théoriques qui sont vues dans les cours magistraux. Puis là, ben, avec des petits groupes, ça permet d'aller vraiment faire beaucoup de laboratoires. Là, on voit nos étudiants avec, en train de tester des techniques de cintrage du bois en bas, des tests mécaniques sur des poutres. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a des laboratoires de séchage. Les étudiants sont amenés aussi à faire des panneaux de lamelés, des panneaux en lamelles orientées pour voir un peu comment ça se produit en usine. Puis on a un important consortium de recherche aussi sur les panneaux. Donc, c'est vraiment intéressant puis très pratique comme formation. On a un exemple de cheminement type, encore une fois, de personnes qui ont commencé à l'automne. Donc, ça commence avec des sessions de cours. Il y a des cours qui sont spécifiques au génie du bois qui vont être avec la petite cohorte. Puis, il y a des cours qui vont se donner aussi avec tous les autres génies, les génies mécaniques, génie civil. Donc, il y a des cours comme mathématiques de l'ingénieur ou dessin pour ingénieur. Donc, ça va être des plus grosses cohortes dans le cours parce que c'est des cours communs à tous. Puis sinon, ben, après ça, quand on a des cours spécifiques au génie du bois, ben, on revient avec un enseignement très personnalisé, avec des stages dans les 2 premiers étés, puis un stage à l'hiver. Donc, ça implique une session de cours ensuite au 3e été. Mais la session de cours de l'été termine quand même assez tôt en juillet. Donc, ça permet quand même, si on le souhaite, d'aller travailler pratiquement 2 mois là, pour avoir un revenu également pendant le 3e été. On a une formation aussi au premier cycle en conservation des milieux naturels, donc un bac en environnement naturel et aménagé qui forme des professionnels de l'environnement qui peuvent autant harmoniser le côté environnemental, mais de tenir compte aussi de l'aspect social et économique de la conservation de l'environnement. C'est une formation d'une durée de 3 ans qui est faite en partenariat avec le département de biologie de l'Université Laval. Donc, on est allé chercher vraiment les cours qui touchaient au milieu naturel. Il y a des cours en changement climatique, en évaluation environnementale. Il y a des cours de base aussi en foresterie pour mieux comprendre le fonctionnement de l'aménagement forestier et comment mieux intégrer les meilleures pratiques environnementales. Il y a des cours aussi sur les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes nordiques. Il y a possibilité de suivre des cours optionnels dans dans les différents domaines là, qui sont mentionnés dans la diapositive. Il y a possibilité également encore de faire 2 stages optionnels à chacun des étés qui sont rémunérés. On a aussi possibilité de faire un stage à l'international si on le souhaite et d'étudier une session complète à l'étranger avec les pays qui sont mentionnés. Là, il y a plusieurs destinations en environnement naturel et aménagé. Et il y a environ 50 des étudiants qui vont aller directement sur le marché du travail et 50 qui vont faire des maîtrises. C'est un programme multidisciplinaire qui donne accès à plusieurs maîtrises différentes, des maîtrises en sciences forestières, en sciences géographiques, en sciences biologiques, en biologie végétale,
en agronomie, par exemple, ou poursuivre là, dans le même parcours avec une maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Encore une fois, nous avons un exemple de cheminement. Je vais passer vite là, parce que c'est quand même écrit petit, mais on peut aller consulter ce cheminement en ligne. Donc, dans les deux premiers étés, on peut être en stage. Il y a des cours à chacune des sessions en biologie, mais il y a toujours un cours intégrateur qui est offert uniquement à la cohorte d'environnement, comme le cours champ professionnel de la conservation, fondement de la conservation. À la fin du parcours, les étudiants ont aussi un projet de conservation de l'environnement à faire, un projet très concret de 6 crédits qui permet d'être en contact aussi avec des professionnels du milieu, puis d'avoir euh, vraiment un cas concret à réaliser qui est très pratique. Comme je l'ai dit tantôt, on a accès à la plus grande forêt d'enseignement et de recherche qui est située à environ 45 minutes à 1 heure au nord de l'Université Laval. Ça permet d'avoir un grand terrain de jeu dans la forêt boréale. Il y a plusieurs projets de recherche aussi qui se réalisent à cet endroit. Nos formations pratiques, c'est vraiment une belle forêt qu'on a accès à l'Université Laval. Tout au long du parcours, dans les 3 cycles, c'est possible d'y avoir accès pour l'enseignement et la recherche. Si vous souhaitez aller voir aussi, on a fait des vidéos de différents diplômés, de différents professionnels qui expliquent leur travail en images. C'est vraiment très intéressant. On a aussi des conférences qui ont été sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller enrichir là, votre bagage, c'est vraiment intéressant d'aller consulter ces différentes vidéos. On a parlé de stages beaucoup, mais on a aussi des ressources qui nous aident à trouver nos stages. On a une conseillère au stage et à l'emploi qui est rattachée au service de développement professionnel de l'Université Laval et qui est rattachée à notre faculté. Donc, elle est là physiquement en faculté. Elle aide dans la recherche des stages et aussi pour se trouver un emploi après la formation. Donc, elle peut aider à la rédaction de votre CV, corriger votre lettre de présentation, l'adapter si vous êtes de l'international, l'adapter au contexte québécois. Il y a des formations qui nous aident à se préparer à l'entrevue. Donc, étant donné qu'on est la seule faculté au Québec à offrir la formation des ingénieurs forestiers, des ingénieurs du bois, il y a énormément d'offres de stages qui sont affichées sur notre site. Les entreprises nous connaissent bien, nos diplômés aussi. Donc, c'est très facilitant de trouver un stage par le biais là, de l'affichage qui se fait au service de développement professionnel. On va tomber maintenant au cycle supérieur. Nous avons, comme j'ai dit, 2 microprogrammes à distance ainsi que des maîtrises que nous allons voir là, dans les prochaines diapositives. Nous avons un microprogramme de 2e cycle en agroforesterie qui peut être suivi à distance. Et si on est à Québec, on peut faire quelques cours optionnels en classe. Donc, c'est un programme court, seulement 4 cours, qui se fait à temps partiel. Donc, on a 2 cours obligatoires, un qui se donne à l'automne et un qui se donne à l'hiver. Et puis, on choisit 2 cours optionnels parmi les choix de cours qui sont proposés dans la formation. Si on veut commencer, si on est à l'international, puis on veut pas commencer nécessairement par la maîtrise, on peut suivre le microprogramme, puis les cours du microprogramme peuvent être reconnus par la suite dans la maîtrise professionnelle. La moyenne demandée aussi au microprogramme est un peu plus basse que la maîtrise, donc ça peut être intéressant de commencer aussi par le microprogramme. Donc, en agroforesterie, on a une maîtrise professionnelle et on a une maîtrise de recherche. La maîtrise professionnelle est majoritairement composée de cours avec un projet d'intervention de 9 crédits à la fin du parcours. Certains cours sont offerts à distance. Dans la maîtrise professionnelle, ce n'est pas nécessaire de trouver le conseiller avant l'admission. Par contre, pour la maîtrise de recherche, c'est vraiment essentiel d'avoir son directeur de mémoire avant l'admission pour pouvoir être admis. C'est vraiment une condition d'admission. Vous devez vous-même faire vos recherches pour trouver un directeur de recherche. On a beaucoup d'expertise dans le domaine de l'agroforesterie. On a une des seules facultés d'agriculture francophone au Canada et la faculté de foresterie. Donc, les 2 sciences se regroupent là dans les 2 facultés. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Ici, j'ai mis quelques exemples de projets d'intervention qui ont été réalisés dans le cadre de la maîtrise professionnelle. On a l'identification de lieux d'intérêt pour l'implantation de brise-vent par l'approche de la cartographie participative, donc d'intégrer les citoyens dans la démarche.
production de champignons forestiers pour la consommation humaine dans un système agroforestier. On a également tout ce qui est la gestion et l'aménagement des bandes riveraines en milieu agricole pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Euh, il y a aussi un projet qui avait été fait sur les microbiomes telluriques d'un système agroforestier post-minier. Donc, on a plusieurs projets. Là, on a un chercheur qui travaille sur la renaturalisation, la restauration écologique d'anciennes mines. Donc, de tester différentes techniques, différents végétaux aussi, puis différents sols. Établir aussi une méthodologie pour le potentiel acéricole, donc tout ce qui est relié à la culture des érablières, donc à la récolte de sirop d'érable, qui est un peu typique là, du Québec ici. Mais il y a des projets, les étudiants de l'international peuvent aussi faire des projets dans leur pays. Donc, on avait un projet au Cameroun sur la dégradation des mangroves. Puis, il y a eu un projet au Brésil aussi sur les facteurs qui influencent l'adoption de l'agroforesterie par les agriculteurs et agricultrices. On n'a pas de doctorat en agroforesterie comme tel à l'Université Laval. Par exemple, il est possible de faire un projet de recherche en agroforesterie par le biais du doctorat en sciences forestières, du doctorat en sciences géographiques ou du doctorat en biologie végétale qui est rattaché à la faculté d'administration. Donc, s'il y a un projet avec un professeur en lien avec l'agroforesterie, ça peut être possible dans le cadre de ces trois doctorats. Là, on tombe maintenant dans les sciences forestières. On a encore une fois une maîtrise professionnelle et une maîtrise de recherche en sciences forestières. Ce qui est différent, c'est que dans la maîtrise professionnelle en sciences forestières, nous devons trouver absolument le directeur ou la directrice d'essai ou le conseiller avant l'admission. C'est la même chose pour la maîtrise avec mémoire, donc la maîtrise de recherche. Tantôt, on va parler un peu aussi des stratégies pour trouver son directeur ou sa directrice de recherche. La maîtrise professionnelle, on a le choix entre l'essai ou le projet d'intervention. Puis, on a des expertises très variées. On est la seule faculté de foresterie au Québec. Des profs en hydrologie forestière, en politique, en aménagement durable des forêts, en sylviculture, en foresterie autochtone. On a une chaire de recherche en foresterie urbaine aussi. On a des projets de recherche sur la génomique des arbres, sur l'optimisation des opérations forestières numériques. Donc, c'est très diversifié parce qu'on a plusieurs professeurs dans le département des sciences du bois et de la forêt qui touchent à plusieurs créneaux de recherche différents. On tombe maintenant dans le domaine du génie du bois. Donc, on a un microprogramme également qui peut être, qui est, ben, en fait, qui est offert uniquement à distance. C'est 5 cours de 3 crédits qui peuvent être faits à temps partiel. C'est les propriétés, ça, c'est les 5 cours qui sont affichés, la propriété du matériau bois, l'enveloppe du bâtiment, donc tout ce qui est l'isolation, le contour du bâtiment, la performance acoustique et incendie, le bois, un cours de génie civil pour la structure, puis un cours sur le contexte de la construction en bois. C'est sûr que c'est davantage axé sur les normes du Québec, donc sur le Code du bâtiment du Québec, cette formation, mais ça permet quand même d'avoir plusieurs nouvelles notions sur l'intégration du bois dans la construction. Il faut noter que le Québec s'est doté aussi d'une politique de l'utilisation du bois dans les grands bâtiments. Donc, on voit de plus en plus de grands bâtiments comme celui que vous voyez aussi, qui est dans notre pavillon, le pavillon Kruger, où on enseigne le génie du bois. Il y a des stades de soccer intérieur maintenant en bois. Donc, on tente d'utiliser davantage le bois dans les grands bâtiments. Donc, il est possible de faire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de recherche en génie du bois et en sciences forestières également, mais il y a des importantes subventions de recherche qui sont attribuées à nos professeurs. Il est possible de faire une maîtrise de recherche ou un doctorat. Donc, à la maîtrise, on parle de mémoire, puis au doctorat, on parle d'une thèse. Ici, il n'y a pas d'essai là, parce qu'il n'y a pas de maîtrise professionnelle en génie du bois. Encore une fois, il faut trouver le directeur avant l'admission. Et on touche à tous les domaines, usinage, séchage, la transformation du bois, la chimie du bois, les composites à base de bois, la finition, la charpente. On a une importante chaire de recherche en construction éco-responsable, mais aussi un projet, comme je disais tantôt, sur les panneaux, sur la confection des panneaux qui permet d'utiliser les résidus du bois. On travaille même sur un projet là, pour utiliser des résidus de l'industrie laitière qu'on pourrait mettre dans les vernis ou les colles, dans les vernis du bois ou dans les traitements du bois.
Donc, ça, c'est tout rattaché au Centre de recherche sur les matériaux renouvelables qui est très actif et en partenariat aussi avec plusieurs autres universités. C'est toujours un défi de trouver son directeur ou sa directrice de recherche. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de la faculté. Il y a un endroit, trouver votre projet de recherche où on affiche des projets en cours de recrutement. Mais ce n'est pas tous les projets qui sont affichés. Plusieurs professeurs n'affichent pas leurs projets, donc c'est mieux de les contacter personnellement. Donc, j'ai mis aussi l'adresse là pour trouver les différents professeurs et leur expertise. Quand vous contactez un professeur, c'est important de contacter uniquement ceux qui travaillent dans les créneaux dans lesquels vous avez de l'intérêt, ne pas faire une demande générique à tous. Donc, c'est des courriels personnalisés, d'indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez collaborer avec le professeur. C'est quoi votre parcours universitaire? C'est quoi vos intérêts de recherche en lien avec son champ d'expertise? Puis je recommande toujours aux étudiants d'aller lire aussi quelques publications du chercheur pour mieux connaître ses projets. En fait, pour le convaincre là, que vous êtes un candidat idéal pour être supervisé. Ensuite, vous pouvez joindre aussi à votre courriel votre CV qui montre vos réalisations scientifiques. Si vous avez eu des publications scientifiques, ben, vous pouvez les mettre. Si vous avez des expériences en lien avec le domaine de la recherche, votre relevé de notes, puis ben, là, la lettre de motivation, ça peut être intégré dans le courriel directement. Puis, c'est pas obligatoire là, pour la première approche de mettre vos lettres de recommandation, mais ça peut si vous en avez. Au niveau des bourses et de l'aide financière, il y a quelques bourses. Ben, en fait, pour les maîtrises doctorat subventionnées, il y a souvent des bourses que le chercheur peut offrir à l'étudiant, du financement de recherche. Par contre, pour les maîtrises professionnelles, ben là, il y a moins de bourses disponibles. Par contre, il y a des bourses citoyens et citoyennes du monde de l'Université Laval, le volet Excellence. On offre une bourse par maîtrise professionnelle au candidat qui a la meilleure moyenne. Et puis, l'université offre aussi des bourses pour le volet engagement. Donc, si vous êtes très impliqué dans votre communauté, autant au niveau environnemental, social, sportif, artistique, il y a différentes catégories, là, mais vous pouvez présenter un dossier de candidature pour ces bourses. Au niveau du doctorat, il y a l'exemption des frais de scolarité qui est possible. Donc, les candidats au doctorat peuvent payer les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Au niveau de la maîtrise, c'est un peu différent. Donc, je vous invite à aller lire tout ça sur le Bureau des bourses et de l'aide financière qui est bbaf.ulaval.ca. Pour les Québécois, on a des bourses d'admission automatique pour les collégiens qui ont la meilleure cotère. En ce moment aussi, pour les Québécois, il y a la bourse Perspective Québec pour les programmes d'ingénierie. Donc, nos programmes en aménagement, environnement forestier, opération forestière, génie du bois, puis on a également le génie géomatique là, qu'on n'a pas présenté. Donc, les Québécois peuvent avoir 2 500 $ par session. Donc, c'est à voir si le gouvernement va renouveler l'entente dans les prochaines années. Et il y a possibilité d'appliquer sur les bourses de leadership et d'engagement si vous êtes un étudiant engagé. Puis pour tout le monde, là, à l'international, les Québécois aussi, il y a certaines bourses là, de précarité financière, des bourses pour des réorientations de carrière. Il est possible de travailler aussi à temps partiel pendant ses études comme auxiliaire d'enseignement et de recherche ou faire une conciliation études-travail. C'est sûr qu'il faut aussi garder du temps pour nos études, là. Moi, je dirais peut-être un maximum de 15 heures par semaine en même temps, ça peut être réalisable. Pour les candidats de l'international, si jamais vous voyez que vous avez eu une offre d'admission, par exemple, puis vous voyez que vous n'aurez pas vos permis d'études dans les temps, il est possible de demander un seul report sans frais dans un seul programme. Il faut que vous ayez eu une offre d'admission dans le programme pour pouvoir demander un report. On s'entend que c'est un report de la demande d'admission et non de l'offre d'admission. Donc, le dossier va être réanalysé au complet. Ça peut arriver parfois qu'on est refusé lors de la demande de report. Il faut s'assurer d'avoir aussi tous les documents nécessaires au traitement de votre demande d'admission. Donc, des fois, si votre demande d'admission n'est pas traitée, peut-être qu'il vous manque des documents ou ils sont non conformes. Donc, je vous invite à retourner voir dans votre dossier. Il y a aussi les rapports d'appréciation. Ce n'est pas des lettres de recommandation, c'est un formulaire spécifique à l'Université Laval qui doit être rempli par des gens qui vous recommandent, donc des professeurs, des directeurs de programme.
Si c'est des employeurs, il faut que ça soit évidemment dans le lien de votre domaine d'études. Donc, il faut également s'assurer que votre rapport d'appréciation est bien signé et que la personne l'envoie directement au bureau du registraire. Il y a une adresse qui est fournie dans le formulaire. Pour la lettre de motivation aussi, là, de ne pas faire des lettres génériques, mais spécifiques au domaine dans lequel vous appliquez et idéalement sans faute de français. Puis pour la demande de report, ben, vous pouvez écrire au secteur 1, au registraire pour faire une demande de report. Puis là, il y a si vous avez besoin de faire une demande de report, là, vous pouvez écrire demande de report Université Laval. Vous allez tomber sur la bonne page là, qui indique toute la procédure. Ne pas oublier de mettre votre numéro d'identification aussi. Puis vous avez ici en bas à droite les dates limites pour demander un report. Par exemple, pour la session d'hiver, là, c'est le 31 janvier. Euh, le report peut se faire uniquement vers la session d'automne suivante. Il peut y avoir certaines exceptions quand c'est un programme de recherche là, avec un directeur de recherche qui veut absolument son étudiant pour l'hiver, là, mais ça, c'est du cas par cas. Ici, on a une vue aérienne du campus de l'Université Laval. Donc, on voit qu'on est une grande université. C'est comme un mini-quartier ou un campus à l'américaine, on pourrait dire, là. Donc, vous avez plusieurs pavillons sur le campus. Nous, on est une petite faculté parmi une grande université. Vous voyez la flèche qui pointe vers notre pavillon principal là, de foresterie, juste à côté aussi. Puis, on a un immense terrain de football, un terrain de soccer intérieur, deux piscines olympiques, des terrains de basketball, volleyball, tout ce qu'on peut avoir dans le PEPS, qui est le centre sportif. Puis, on a aussi des résidences sur le campus et un peu chaque faculté est dans son pavillon respectif, là. Donc, on a une faculté de médecine, la faculté de sciences et génie, la faculté des lettres, la faculté des sciences sociales, de l'éducation. Donc, chacun est un peu dans son pavillon et tout peut se faire à pied là, sur le campus universitaire. On a des résidences sur le campus. C'est des chambres individuelles. Donc, il y a trois résidences mixtes, puis une résidence de femmes seulement à 410 par mois, qui inclut aussi la connexion Internet, évidemment. C'est des salles de bain partagées, puis des cuisines partagées aussi pour faire sa nourriture. Pour les pavillons mixtes, là, les étages sont séparés. Garçons-filles ne sont pas sur le même étage. Je t'invite à aller voir plus de détails sur le site des résidences de l'Université Laval. Puis, il faut quand même réserver à l'avance sa résidence. C'est souvent très plein rapidement. Donc, dès que vous avez une offre d'admission que vous savez que vous allez venir, réserver votre chambre à l'avance, là, ils vont demander un dépôt. Mais au moins, ça sécurise un peu là, votre place dans les résidences. Sinon, autour du campus, il y a quand même beaucoup d'appartements ou de logements autour de l'Université Laval parce qu'il y a quand même deux cégeps, trois cégeps même autour de l'Université Laval. Donc, il peut être possible aussi de louer des chambres alentour ou faire de la colocation. Donc, vous avez des images ici de nos deux pavillons. Le pavillon Abitibi-Price en haut à droite avec les grandes portes en chêne, qui est le plus vieux pavillon du campus universitaire qui a été construit dans les années 50. Donc, c'est un magnifique pavillon. Puis, on a un pavillon plus récent juste à côté, le pavillon Gene H. Kruger, qui est construit tout en structure de bois, qui est un bel exemple d'innovation québécoise au niveau de la construction en bois. Même plusieurs étudiants de d'autres facultés viennent étudier dans notre pavillon tellement c'est quand même chaleureux puis intéressant avec beaucoup de luminosité dans les pavillons. Donc, ça se termine. On va passer maintenant à la séance de questions. Si jamais il y a encore des questions suite à la conférence, je vais arrêter le partage. Donc, Benoît, je crois que tu as répondu. Je vois le chat, là, 45 interactions. Est-ce qu'il y en a encore à répondre? Oui, il y a quelques questions, les dernières, qui n'ont pas été répondues. Il y a Desmond qui posait la question, serait-il possible d'expliquer un peu le programme d'intégration année supplémentaire pour les élèves hors Québec qui n'ont pas complété leur cégep? Desmond, est-ce que vous voulez parler, par exemple, d'une admission à un programme de premier cycle, un baccalauréat?
Je vais. Ben oui, c'est ça, je connais un peu son dossier. Je pense que c'est ça qui veut dire l'année préparatoire en sciences. Oui, si c'est bien le cas, si par exemple, en fait, pour être admis à l'Université Laval, il faut avoir acquis, réussi 13 années de scolarité, selon le standard québécois. Donc, si par exemple un étudiant dans son pays a réussi des diplômes de baccalauréat français ou de d'autres types de baccalauréat qui mènent à 12 ans de scolarité, à ce moment-là, vous pourriez être admis dans votre programme ici, mais avec une année supplémentaire à faire pour justement atteindre les 13 années de scolarité. Cette année, donc la 13e année, serait composée de cours préalables de votre programme ou de d'autres cours préuniversitaires qui sont offerts ici à l'Université Laval. Donc, dans tous les cas, si vous avez 12 ans de scolarité, vous pourriez être admis. Puis les cours qu'on vous proposera seront soit en adéquation avec votre programme ou vous permettront tout simplement d'aller chercher une 13e année de scolarité. J'espère avoir répondu à votre questionnement. Maintenant, il y avait Rodrigue Armel qui posait une question également. Désolé, je voulais dire si c'est possible de faire un baccalauréat coopératif avec une maîtrise et faire moins de temps. Les frais de scolarité pour un résident permanent, s'il vous plaît. OK. En lien avec, par exemple, plusieurs étudiants d'origine de l'extérieur nous demandent souvent si, par exemple, on peut atteindre la deuxième ou la troisième année d'un baccalauréat si on a fait d'autres études à l'extérieur. Ici, au Québec, on ne fonctionne pas nécessairement de cette façon-là. Ce qu'on regarde, dans le fond, c'est si vous avez l'équivalent des 13 années de scolarité. Puis si c'est le cas, après ça, on regarde les préalables au programme. Puis si jamais, par exemple, vous avez des cours dans le programme ou le diplôme que vous avez fait à l'extérieur, s'il y a des cours que vous croyez qui sont exactement les mêmes ou presque que des cours de votre programme, il y a moyen de faire une demande d'équivalence. À ce moment-là, votre dossier est analysé par la direction de programme. Puis si on constate que vous avez fait l'équivalent d'un cours ou de quelques cours de votre programme, vous pourriez recevoir une équivalence pour ça ou ces cours. Donc, c'est possible de faire une demande. On n'arrive jamais à, disons, à retirer une année ou deux du programme, mais on peut retirer quelques cours, c'est possible. Là, je constate, Véronique, que les gens sont mutés. Ah oui, Ça serait peut-être plus pratique. on peut remettre, réactiver eux-mêmes leur son. Donc, si les gens veulent poser des questions de vive voix, ça serait possible, normalement dès maintenant. Pour les frais de scolarité pour un résident permanent, ben, je crois que c'est les mêmes qu'un résident canadien, là, mais vous pouvez aussi aller voir sur le site de l'Université Laval, frais de scolarité. Donc, il y a beaucoup de détails là, à ce niveau-là. Puis, vous pourrez avoir aussi une adresse là, pour écrire pour vos questions spécifiques. Là, c'est le service du bureau du registraire qui gère là, le paiement des frais de scolarité. Et il faut aussi, ben, ça dépend aussi, il faut être résident du Québec. Pour pouvoir payer les frais de scolarité d'un Québécois, il faut aussi être sur le territoire québécois parce que les frais de scolarité des Canadiens hors Québec sont différents des Canadiens québécois. Allô? Est-ce qu'il y avait d'autres questions écrites qu'on n'avait pas répondu? En train de lire ça tranquillement. Est-ce que je pourrais poser une question? Oui. Ouh, on n'entend pas. Je sais pas si. Je sais pas. OK, ça va. Là, le son est correct, hein? Oui. Oui, Désolée. ça va. OK, donc, dans le fond, juste pour vous mettre en contexte, je suis étudiante en gestion d'entreprise agricole. Je fais une technique en ce moment pour développer un modèle de pépinière municipale pour la ville de Victoriaville. Mais là, je suis aussi reboiseuse, j'ai aussi planté beaucoup d'arbres dans la forêt. Puis, tu sais, je vois que la régénération se fait naturellement. Fait que là, de développer un système de production d'arbres indigènes, de feuillus, de résineux, une grande sélection. Elle me demandait si le programme permettrait d'avoir des connaissances sur la production de façon plus artificielle, mais peut-être qu'on pourrait aussi prélever des arbres qui poussent naturellement dans la forêt, puis les implanter en forêt urbaine là, ou justement dans les villes, là, comme vu qu'en ce moment,
au provincial, on a un objectif d'augmenter la canopée dans les villes pour les îlots de chaleur. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, de vouloir planter plus d'arbres. Donc là, c'est ça, je me demande si Pour quel dans programme le cadre exactement? des cours d'aménagement, est-ce qu'on a des cours de multiplication d'arbres? Il n'y a pas de cours spécifique, là. Les étudiants vont voir les bases là, de la production en pépinière, comment ça fonctionne, l'approvisionnement au Québec. S'il y a des gens qui s'intéressent à ce domaine-là, ça va être plutôt à travers leur projet de fin d'études, par exemple, qui vont aller chercher davantage de notions. On a aussi une chaire de recherche en foresterie urbaine qui ont beaucoup de projets justement spécifiquement en lien avec ce que vous dites, là. Donc ça peut être intéressant de s'impliquer, faire un stage d'été en lien avec ça, mais des cours, il n'y en a pas tant que ça, là, je dirais, sur la multiplication des végétaux, là. Il y en a peut-être un dans la formation. OK. Il y aurait possibilité de faire un stage dans une pépinière publique, par exemple, ou Ben là, vous quelque parlez chose du de... baccalauréat en aménagement environnement forestier ou? Ouais, c'est ça. Est-ce OK, qu'un oui. ingénieur forestier peut être appelé à venir à être consulté pour développer des pépinières publiques, finalement? Ben, en fait, il y a des ingénieurs forestiers dans plusieurs pépinières publiques aussi qui travaillent dans la pépinière, là. Puis c'est géré par le ministère aussi, les pépinières publiques, là. Donc, il y a des gens aussi qui, justement, la semaine passée, il y avait une formation avec l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec sur la migration assistée. Puis les aussi vont faire des vergers à graines. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de recherche aussi qui se fait à la direction de la recherche forestière. Puis il y a un département juste au ministère des Forêts sur ce créneau-là. Donc oui, c'est possible de faire des stages dans les pépinières publiques dans le bac en aménagement. Wow, puis il y a des projets de vergers à graines, justement, pour préserver des arbres semenciers, finalement. Oui, il y en existe plusieurs au OK. Québec, là. Merveilleux, j'ai hâte de les trouver. OK, merci. Bonsoir. Bonsoir. Nous, on est le Oui. midi. Ah bon, bonjour. Nous, Bonjour et bonsoir. nous, on est à l'international, il est carrément 19 heures bientôt là. Donc, je n'arrive pas à avoir accès au chat. Donc là, serai obligé de formuler ma question directement. Je suis candidat à un doctorat en génie des bois et matériaux biosourcés. Donc, j'ai déjà rempli tout mon dossier sur la plateforme, mais je n'arrive pas à avoir un directeur de recherche. Tous les directeurs de recherche que j'ai écrits, ça fait un mois, personne ne me répond, même pour dire que le dossier n'est pas bon ou que c'est bon. Je n'ai pas de retour en fait. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? J'ai un dossier prêt à être déposé pour automne 2025 et j'ai pas de retour des, des enseignants. On fait comment? Je les relance? Comment est-ce que ça se passe avec eux? Ben, en fait, je vais vous inviter à nous écrire. Je vais vous laisser l'adresse info à commercial ffgg.ulaval.ca. Donc, ça, c'est l'adresse générique. C'est moi qui la reçois aussi. Mais peut-être m'inviter à écrire un courriel qui vous avez contacté. Puis Mhm. peut-être dire aussi que vous étiez dans la webconférence, là, puis le programme que vous visiez, puis également vos intérêts de recherche. Donc, moi, je pourrais peut-être interpeller les personnes avec qui vous avez communiqué pour au moins savoir s'il y a des ouvertures ou pas du tout, là, comme vous dites. D'accord, je peux avoir l'adresse email. Oui, Je je n'ai l'ai pas mis pris dans note. la conversation, là. Je n'arrive pas à avoir accès aux conversations depuis le Ah, début du OK. webinaire. Donc, c'est info Oui, à commercial ou arrobas oui, oui, FFGG pour Faculté Foresterie Géographie Géomatique. Donc, oui. ffgg.ulaval.ca. Laval.ca. D'accord, d'accord. Merci, madame. Puis, si vous avez déjà déposé un dossier, là, peut-être indiquer votre numéro d'identifiant à 9 chiffres pour Oui, j'ai le qu'on numéro puisse. d'identifiant, mais je n'ai pas encore déposé. C'était juste, je n'ai pas finalisé le dossier. J'ai juste Oui. à cause du manque d'encadreur. Mais j'ai quand même le NI de mon dossier. OK. Puis, Donc, est-ce que vos relevés de notes sont dans votre dossier? oui, effectivement, mon OK. relevé de notes est déjà sur la plateforme. OK. Donc, ça permet quand même de voir un peu vos études, là. D'accord.
OK, Merci. merci. Il y avait une question, comment les étudiants, tu t'as répondu, Benoît, oui. Les étudiants internationaux sont-ils soutenus sur le plan académique et social? Donc oui, il y a un bureau Allô? de la vie étudiante, il y a une association étudiante aussi au niveau de la faculté. Donc, il y a plusieurs activités à l'interne, autant au deuxième, troisième cycle qu'au premier cycle, là, c'est possible. Puis même pour les étudiants de deuxième, troisième cycle, souvent, on est associé à un groupe de recherche. Donc, il y a même à l'intérieur même de leur groupe de recherche, certains professeurs font des activités avec leurs étudiants. Donc, c'est quand même intéressant au niveau social. Puis au niveau académique, ben, vous avez aussi accès, on a des agents de gestion des études pour vous aider dans votre inscription, dans votre cheminement et deux conseillers à la gestion des études. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de vive voix? Moi, on avait une. Je sais pas si Allô? mon micro il fonctionne. Oui, on vous entend bien. OK. Oui. Ben, je l'ai écrit, là, je peux juste la poser pour comme ça va être plus rapide. Mais je me demandais si parce que moi, c'est plus le bac en environnement qui m'intéresse. Je me demandais s'il y avait comme une conférence spécifique ou est-ce qu'il y aurait plus d'infos sur ce programme ou pas tant que ça. C'était pas mal. Ben, c'est quel genre de questions vous avez? On peut en répondre quelques-unes. Sinon, ben, on peut se planifier aussi une rencontre plus personnalisée là, en m'écrivant à l'adresse info. Mais ça Ouais, peut. ben. Ah, excusez. Ben, j'en ai pas vraiment spécifique maintenant. C'est juste, je me demandais si justement il y en avait une. Comme ça, je serais allée voir. Mais sinon, de toute façon, ce sera pas pour l'an prochain. J'ai me manque des cours de base à faire. Mais au pire, j'aurai le temps de répondre à ces questions d'ici là. Mais n'hésitez pas à m'écrire, là. Moi, j'ai des exemples d'emplois en environnement, une fiche carrière en environnement aussi, des exemples de stages. Fait que n'hésitez surtout pas à m'écrire. On pourra prendre une rencontre plus personnalisée là, pour rentrer plus en détail sur le programme. C'est bon, ben ouais, je pense que je ferai ça. Je vous enverrai un email. Parfait. Puis aussi, on a une prochaine porte ouverte, là, je crois que c'est le 8 février prochain, si on ne se trompe pas. Puis il va y avoir une étudiante du programme pour faire la visite guidée. Donc, ça, on peut aller chercher encore plus d'infos si ça la donne ce samedi, 8 février. Parfait, ben merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Oui. 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 Moi, j'avais une question concernant l'année préparatoire puisque je suis en Ontario en 11e année présentement. Puis je me demandais, j'avais vu qu'il y a des tests que tu peux prendre à l'avance pour te faire exempter pour certains cours. Est-ce que c'est le cas? Euh, Vous parlez de cours préparatoires, de cours pré-universitaires qui donnent accès au baccalauréat, c'est ça? C'est ça, l'année qui remplacerait le cégep. Oui. En fait, là, chaque dossier est particulier. Il faut analyser vraiment dossier par dossier, que vous veniez de l'Ontario, d'une autre province ou de l'étranger. La première étape, dans le fond, c'est les conditions générales d'admission. On regarde si l'étudiant a 13 ans de scolarité, puis quand c'est le cas, là, on regarde les préalables du programme. Si dans votre cas, exemple, vous avez déjà 13 ans de scolarité, vous êtes admissible à l'Université Laval, puis là, on regarde, par exemple, si vous êtes intéressé, on donne un exemple, là, au baccalauréat en aménagement forestier, comporte certains préalables. On regarde si vous avez acquis ces préalables-là dans vos études antérieures. Si ce n'est pas le cas, on vous les exige en scolarité préparatoire. Mais si vous, de votre côté, vous considérez avoir réussi ces cours-là, ben, on peut en discuter. C'est rare, je dirais, qu'on se rend jusqu'à offrir à l'étudiant de faire des examens de dispense. Souvent, c'est évident avant qu'on se rende là que l'étudiant a ou n'a pas les préalables. D'accord. Puis ma mère avait communiqué avec Madame Audet, puis on avait parlé des préalables, puis je me suis arrangé pour faire certain que je prends ceux qui sont disponibles en 12e année l'année prochaine. Super. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à écrire à Mme Audet, là, à l'adresse info qui est indiquée au chat. Puis, elle pourra vous répondre concrètement en détail. Puis si jamais on a besoin d'aller un peu plus loin pour en discuter ensemble, puis on vous répondra de façon détaillée.
Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, oui, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez répondu parfaitement à ma question sur l'intégration du niveau baccalauréat avec une maîtrise. Mais je voulais savoir, pour les équivalences du nombre de cours que je peux faire ou ne pas faire, quelle est la conduite à tenir pour que vous puissiez étudier mon dossier dans ce sens? En fait, la première étape, c'est de faire une demande d'admission au programme qui vous intéresse. Par exemple, êtes-vous d'abord intéressé par un programme de premier cycle, plutôt une maîtrise, Je suis intéressé par le programme Génie Bois. J'ai même soumis ma demande génie du bois? jusqu'ici. OK. D'accord. Donc là, le plus simple pour nous, étant donné qu'on ne vous connaît pas encore, on ne connaît pas vos études antérieures, le, l'idéal, là, c'est de faire une demande d'admission formelle sur le site de l'Université Laval et vous assurer de déposer tous les documents nécessaires, donc tous vos relevés de notes antérieurs, vos diplômes antérieurs. Et avec votre dossier complet, ça nous permet de regarder justement où vous en êtes, puis où vous en êtes, puis de quelle façon on peut vous admettre. Donc, quand vous dites, par exemple, est-ce que des équivalences vont m'être offertes, là, on regarde, est-ce que vous avez les préalables requis? Est-ce que vous avez suivi l'équivalent des préalables requis pour le programme? Si c'est le cas, on peut les retirer ou en retirer quelques-uns. Puis on regarde si vous avez une demande formelle d'équivalence de cours du programme en tant que tel. On peut analyser ça aussi, mais ça se fait suite à l'admission. Ok, merci. S'il vous plaît, jusqu'ici, j'ai déposé, je vais dire deux demandes, si je peux dire. Un pour le génie bois et l'autre pour le micro-programme construction matériaux bijoutiers. Jusqu'ici, j'ai Oui. une suite par rapport au micro-programme, mais par rapport au génie bois, je n'ai pas eu de suite. Je ne sais pas trop pourquoi. OK. Rodrigue, dites-moi, c'est pour quelle session votre demande d'admission? L'hiver 2025. Hiver 25, OK. Je prends ça en note. C'est moi qui regarde les demandes d'admission pour l'hiver prochain. Donc, je vais m'assurer là, de regarder, voir si votre demande est en attente. Normalement, on est déjà à jour. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de documents en attente dans votre dossier parce que s'il y a des documents en attente, c'est possible que votre demande ne soit pas encore disponible pour l'admission. Donc, assurez-vous que votre dossier est complet. Puis, lorsqu'il est complet, il nous est transféré pour qu'on puisse répondre à votre demande d'admission. Donc, ce sera à vous de vérifier ça, puis je vais quand même regarder de mon côté là, lorsque la rencontre sera terminée. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Allô? Allô? Oui, bonsoir à tous. On vous écoute. Ah, votre micro est fermé. Est-ce que vous aviez une question? Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. S'il vous plaît, on peut avoir votre courrier pour une éventuelle préoccupation pour vous envoyer les mots. Merci. J'ai pas compris la question. Je demande si je peux avoir votre courrier personnel pour les éventuelles préoccupations. Il y Le a des courriel, préoccupations. l'adresse courriel. Oui, Donc, c'est info à commercial ffgg.ulaval.ca. Donc, je la remets dans le chat. merci, j'ai vu. Merci. Donc, je crois qu'on a fait pas mal le tour des questions. N'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des questions plus spécifiques à votre dossier d'admission. N'oubliez pas de joindre là, votre numéro d'identifiant 9 chiffres ainsi que le programme qui est concerné par votre demande d'information. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent lors de cette web conférence. Puis, on espère pouvoir vous rencontrer éventuellement à l'Université Laval. Merci, Benoît.
Merci à toi, Véronique. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.